les oiseaux! Comment est-ce que ça va? Bonne année, avec 1 mois de retard et 3 mois depuis la sortie de la dernière vidéo, mais cette fois-ci j'ai une excuse pour cette absence. Enfin, c'est pas vraiment une excuse. Enfin, si, c'est une excuse. J'étais au hammam, je kiffais ma vie. Fallait que je reprenne goût à la citoyenneté, à la légalité. C'est un plaisir que je n'avais pas connu depuis près de 2 ans. En plus de ça, il s'est passé tellement de choses pendant ces 3 derniers mois que je suis obligé de faire un récap avant de commencer la vidéo. Je peux pas ignorer ce qui s'est passé. Previously, with the bird. Bon, je sors ma vidéo sur le fait que j'ai été harrak pendant 2 ans. À la base, c'était une vidéo pour rigoler de ma situation et vous donner un peu de news me concernant. Je savais très bien que cette vidéo, elle allait faire du bruit au vu de la folie de la situation, mais de là à ce qu'on parle de moi. Au Sénat. Je m'y attendais pas du tout. Un créateur de contenu qui s'appelle Masqué. Vraiment, allez voir cette vidéo, elle est éclairante et elle montre tout l'arbitraire et les dysfonctionnements des préfectures sous pression du fait du manque de moyens. Donc, monsieur Masqué. C'est très sympa de sa part, mais bon, moi, ça nique mon rebranding. Comment est-ce que je fais, moi, pour changer de place quand à l'Assemblée nationale, ça m'appelle Monsieur Masqué? En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Le timing, il est fou. Il y a un rapport d'Amnesty International qui sort quelques jours après la sortie de ma vidéo. À peine 1 semaine plus tard, il y a un nouveau projet de loi qui est en train de passer qui fait que maintenant, ta carte de séjour, si tu fais pas le fou sur le territoire, elle est automatiquement renouvelée. Personnellement, je pense pas avoir ma part de responsabilité dans cette histoire, mais maintenant, quand je vais à des soirées de youtubeurs, ça m'appelle l'homme qui change les lois. Et je vais pas me gêner pour prendre le titre. Hein. Donc là, voilà, ça c'était pour le récap de ce qui s'est passé depuis la sortie de la vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos messages. Et merci à tous pour l'engouement qu'il y a autour de la vidéo sur la Mauritanie. Franchement, les gars, ça me fait plaisir. Je pensais pas que ça allait vous intéresser autant. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pressés de voir le train le plus long du monde, les dunes, l'océan, et notamment mon combat contre les djinns Serwalek qui m'a déchiré mon pantalon dans les mines d'argile de Shingichi. Mais c'est pas pour aujourd'hui, désolé. Non, calmez-vous, wow. Aujourd'hui, on va reprendre calmement avec une vidéo histoire. Une vidéo qui, pour moi, est extrêmement importante pour la culture. Donc, peu importe votre âge, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en plus de ça, on va faire un truc un peu inédit qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les vidéos storytelling. Et notre histoire, elle va pas commencer dans les dunes, elle va commencer à la montagne. Qu'est-ce que c'est magnifique, la montagne. Quand je vois toutes ces formes, la beauté de ces courbes, la pureté de ce blanc, la violence des avalanches. Eh ben, je trouve sincèrement qu'on n'a pas assez remercié Inox Tag et ses sponsors d'avoir inventé ce truc. Vraiment, merci Inox. Maintenant qu'on a fait preuve de gratitude, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que cet homme sait ce qu'il est en train de faire? Il est tombé. Je vous laisse kiffer la prestation un petit peu. Et je pense que là, tout de suite, si vous êtes un peu concentré, la réponse instinctive, c'est non, cet homme ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Dans ce cas-là, félicitations. Vous avez un cerveau fonctionnel. Et y a pas de quoi être fier parce que ça sert à bitch de nos jours. Et la preuve, c'est que si vous avez répondu non, eh ben vous vous êtes trompé. Ce mec-là, mais aussi cette meuf, et lui-là, c'est des professionnels et ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle du hot dog ski. Dans le hot dog ski, la chute, elle fait partie du jeu. Si jamais tu tombes et que tu réussis à te remettre sur pattes rapidement et avec style, c'est que t'es bon dans ce que tu fais. Donc ça, là, c'est pas de la folie, c'est pas de la maladresse, c'est de la compétence à l'état pur. Dans les années 70, c'est devenu une petite trend chez les jeunes américains qui pouvaient se le permettre d'aller à la montagne pour se hachem devant tout le monde. Et parmi tous ces jeunes matrixés qui sont tombés dans la neige étant petits, il y en a un qui s'appelle Steven Rechtschaffner qui va être particulièrement touché par le fait d'aller se fracasser le crâne devant tout le monde. À force de chuter encore et encore, le câblage de son cerveau va complètement être bousillé et va lui tracer une trajectoire de vie qui n'a absolument aucun sens. Il va devenir skieur professionnel, pour ensuite devenir un génie de la publicité, pour ensuite produire des téléréalités, pour ensuite créer son propre sport qui deviendra une discipline olympique, et alors qu'il a absolument aucune compétence dans le domaine, je sais pas si c'est encore trendy de dire ça, gingembre, il va finir par faire des jeux vidéo, et pas n'importe lesquels. Des jeux vidéo où tu pouvais faire jouer Zidane et Cristiano Ronaldo pieds nus dans la rue, faire du breakdance sur des snowboards, ou encore organiser des combats de rue de rappeurs, et plein d'autres jeux d'arcade qui ont marqué une génération entre 2000 et 2008, qui ont fait gagner des centaines de millions d'euros à sa boîte, avant que cette même boîte ne fasse tout pour le faire disparaître. Les oiseaux, je vous préviens, l'histoire qu'on va voir ensemble aujourd'hui, elle est très ingrate. C'est l'histoire d'un homme très banal, qui est très loin de l'idée qu'on se fait d'un génie, mais qui est quand même à l'origine d'un des phénomènes culturels les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, et même de la culture en manière générale. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire de l'homme qui est derrière le label iconique. Les OG, soyez prêts, vous allez frissonner. Je l'envoie. EA Sports. Wow, j'en ai des frissons. Éteignez la lumière, s'il vous plaît, j'aime pas quand on me voit comme ça. Ah, je sais pas, j'aime pas quand on me voit perdre le contrôle. Et d'ailleurs, en parlant de contrôle, est-ce que vous savez vraiment qui contrôle vos finances? Moi, je sais. Et c'est pas vous. Mais grâce au sponsor d'aujourd'hui, on va régler ce problème.
Cette vidéo est sponsorisée par Beforbank. Plus besoin de vous présenter Beforbank, c'est le partenaire qui m'accompagne depuis peu sur tous mes projets. C'est grâce à eux que je peux vous proposer cette vidéo ou encore aller au hammam. C'est une banque qui veut vous faciliter la vie en vous aidant à reprendre le contrôle complet sur vos finances, gérer vos dépenses, suivre votre budget, avoir un compte courant avec des cartes hyper fonctionnelles. Tout ça, on peut le faire sur l'appli Beforbank sans stress. Mais ce qu'on peut vraiment faire sans stress sur cette appli, c'est surtout épargner. Épargner, tiens, un truc qu'on vous apprend à l'école, ça. On a souvent tendance à croire qu'il faut le patrimoine du chien de Squeezie pour se lancer dedans, et pourtant pas du tout. Beforbank vous propose 3 livrets banger pour commencer à épargner, le tout en toute sécurité, et ce, peu importe votre expérience et votre budget. On va se prendre celui-là, tiens, le livret Before Plus. C'est simple, vous déposez la somme que vous voulez, et vous avez plus qu'à attendre qu'on vous rémunère en fonction du taux en vigueur et de la durée du placement. Vous pouvez commencer dès 10 €, cet argent vous pouvez le retirer quand vous voulez, et vous pouvez surtout ouvrir autant de livrets Before Plus que vous avez de projets, c'est de la frappe. Je vous invite à aller checker la description pour profiter de l'offre du moment. Ils ont boosté leur taux du livret Before Plus, il est à 2,5%, et ce pendant 12 mois, donc foncez les gars parce que l'offre elle est limitée. Merci encore à eux de m'accompagner sur tous mes projets, c'est grâce à eux que je vais tout éteindre cette année. Et on va commencer dès maintenant en rééteignant la lumière. Voilà, ça tombe bien en plus qu'on soit dans le noir parce que notre histoire elle commence dans le noir. Parce que là tout de suite, on est en train de jouer au premier jeu créé par Steven. Lights Out. Et il avait seulement 14 ans quand il a créé son premier jeu. Et le but de Lights Out, il est très simple. On prend une soirée où il y a des garçons et des filles, on crie Lights Out. Les garçons doivent se mettre d'un côté, les filles de l'autre, on éteint la lumière, tout le monde se retourne, on rallume la lumière, et tous ceux qui se retrouvent face à face doivent se faire un bisou. Désolé de vous avoir fait croire qu'on était face à un génie du codage et de l'informatique, c'est pas du tout le cas. Là, on est face à un génie du mal. Quand Steven crée Lights Out, ses intentions, elles sont pas bonnes. C'est tout le temps lui, le maître du jeu, c'est tout le temps lui qui éteint la lumière, et à chaque fois qu'il le fait, il snipe la position de Cathy Birdman, son crush de l'époque, pour tout le temps tomber sur elle. Pas fou d'utiliser sa créativité au service du mal de cette manière-là. La vraie question qu'on se pose tous maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'un grand gaillard comme moi vous parle d'adolescents qui sont en train d'essayer de se faire des langues fraîches? C'est parce qu'il y a quelque chose à retenir de tout ça. En créant Lights Out, qui n'est pas l'idée la plus brillante du siècle, Steven se rend compte de 1. Qu'il est capable de créer des trucs, mais il se rend compte aussi qu'il a une réponse à une question qui se pose depuis très longtemps. Cette question, je vais vous la poser, et j'ai besoin que vous soyez le plus honnête possible quand vous allez y répondre. Quel est le meilleur moyen de gagner à un jeu? Et je me répète, s'il vous plaît, soyez honnête quand vous allez répondre, parce que si vous êtes dans votre délire de ouais, je sais pas quoi, faut être le meilleur, faut travailler dur, je suis désolé de vous l'apprendre, vous êtes des hypocrites. Stance, voilà. Les plus honnêtes d'entre vous savent que le meilleur moyen de gagner un jeu, c'est de tricher. Dans un test, un contrôle, un jeu, peu importe, il n'y a que 2 alternatives qui sont certaines à 100%. Soit on triche et on finit premier, soit on fait rien et on finit dernier. C'est pas pour rien que 0 sur 20, c'est la seule note que vous êtes sûr d'avoir à 100%. Stance, burn. C'est une pilule qui est difficile à avaler, mais c'est la triste réalité. Si ton objectif, c'est pas de t'améliorer, mais juste de gagner, bah, le meilleur moyen d'atteindre ton objectif, c'est de tricher. Donc c'est borderline machiavélique comme réflexion que Steven se fait à ses 14 ans. Mais vous allez voir que cet aspect malicieux, et notamment la triche, ça va beaucoup l'aider dans sa vie. Les années vont passer pour Steven dans la ville de je sais pas quoi, à New York. Pas que j'ai eu la flemme de faire des recherches, c'est juste que la ville s'appelle vraiment je sais pas quoi, elle est juste là. Et la ville de je sais pas quoi, elle est connue pour abriter un grand nombre de stations de ski. Et c'est ici que Steven a grandi et a commencé sa carrière de ski en freestyle. Et là, pour le coup, il triche pas. Il est même très honnête. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait, il travaille très dur pour ça, et ça va payer, parce qu'il va se retrouver à représenter l'équipe nationale des États-Unis à un niveau olympique, s'il vous plaît. Donc belle vie d'adulte qui commence à se dessiner pour lui. On pourrait se dire que ça y est, son chemin il est tout tracé pour la montagne, sauf que la vie, c'est pas un ski-oui. Cette carrière de skieur pro, elle va pas durer super longtemps pour plusieurs raisons. Déjà, Steven n'est pas super bon, il excelle pas dans le domaine. Ensuite, être skieur pro, ça coûte un bras. Entre les déplacements et le matos, t'en as pour des dizaines de milliers d'euros à l'année, rien que pour pouvoir pratiquer à un niveau pro. Et pour finir, le ski. Le ski, ça paye pas. Et ça s'explique tout simplement par le fait que personne ne regarde le ski. Je suis désolé, c'est la réalité. À part un daron arabe qui s'endort devant le soir après le ftour, t'as très peu de chances de voir du ski à la télé. La logique voudrait tout simplement que Steven arrête sa carrière de skieur pro, et c'est ce qu'il va faire. Après 3 ans à représenter les États-Unis, il va quitter la poudreuse pour aller travailler dans la publicité en tant que directeur créatif. Mais c'est pas pour autant qu'il abandonne son amour pour les sports de glisse, et il part dans le domaine de la publicité avec 2 objectifs en tête. Rendre les sports de glisse populaires, et 2, trouver un moyen de ramener de l'argent dans ce domaine pour que les nouvelles générations puissent en profiter. Où est le rapport avec la publicité et dans tout ça? Ça, on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo qui aura lieu maintenant. Je vous ai bien eu, je vous ai bien baisé. Petite fille afghane, nous voici donc à Manhattan. C'est ici que Steven va se dégoter un travail de directeur créatif chez Swatch. Désolé pour celle-là, mais vous avez tous un temps d'attention de poisson rouge, on utilise les grands moyens maintenant. Swatch, pour ceux qui savent pas ce que c'est une marque de montre suisse. Et à l'époque, le gros problème qu'ils ont, c'est même pas que leurs montres puent la merde, c'est qu'elles ont absolument aucune odeur.
Être fier d'avoir une Swatch, c'est la même chose qu'être fier d'avoir un verre chez toi. On peut pas vraiment te féliciter pour ça sans être un hypocrite. Donc la mission qui est confiée à Steven quand il arrive là-bas, c'est justement de résoudre ce problème en trouvant un moyen de donner une identité forte à la marque. Et il a un plan béton pour y arriver. Yo les Swatchers, c'est Swatch, vous swatchez ce que j'ai pour vous un petit peu. Pas besoin de faire des gros spots, de sponsoriser des grosses stars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper là où personne n'imagine Swatch taper, en collaborant avec le rap. C'est une culture que tout le monde regardait un peu de haut à l'époque, et ça... fallait avoir des couilles pour s'associer à ça à l'époque. Et deuxièmement, faut que la marque Swatch, elle apparaisse dans des événements de sport extrême. C'est pas populaire, mais c'est rebelle. Il faut que vous soyez les premiers à sponsoriser des événements comme ça. Voilà, j'ai fini. Le plan, il tient sur 2 lignes, mais il est très efficace. Maintenant, le seul problème, c'est l'exécution. Là, je sais pas ce qu'il aura pris. You better swatch yourself. On est très clairement sur du pur délire de guerre. Mais il faut se rendre compte quand même que ça, c'est le summum de la rébellion pour la middle class américaine. Et le pire, c'est que ça va marcher, ça va cartonner. Grâce à Steven, Swatch, ça va devenir la montre que t'offres aux ados qui ont que des bonnes notes, à celle que t'offres aux ados qui se veulent un peu cool, un peu rebelles. Donc en vrai, c'est une réussite. Mais la vraie réussite, elle est personnelle et elle est pour Steven. Parce que ce petit filou tubes va profiter de sa position chez Swatch pour sponsoriser des événements de ski en freestyle et donc ramener de l'argent pour la nouvelle génération de skieurs afin qu'ils puissent goûter aux bienfaits de Durham. Donc là, le premier objectif personnel qui s'était fixé, il le remplit d'une manière extrêmement malicieuse. Allez, ça c'est fait. Maintenant, il y a toujours le problème de rendre les sports de ski populaires aux yeux des gens. Et ce problème, il va le régler d'une manière qui est pas intuitive du tout. Alors qu'il a une très bonne position chez Swatch et qu'il pourrait continuer à gagner sa vie tranquillement là-bas, surtout vu comment il performe, il va tout simplement tout abandonner. Pour repartir à zéro à Hollywood, en rejoignant une boîte de production qui s'appelle Propaganda Films. Je vous resitue la timeline vite fait les gars, mais là on est pile en 1990 et je vais faire un petit interlude pour vous parler de Propaganda Films parce que c'est pas un nom qui est très connu du grand public et pourtant on leur doit beaucoup. Leur spécialité c'était pas de faire des films, c'était de faire des clips musicaux. Et quand je dis que c'était des dictateurs, c'est pas pour rire. On va dire que ce camembert là, c'est tous les clips qui étaient produits aux States dans les années 90. Et je vais me couper une petite part. Et voilà. Dans les années 90, un clip musical sur 3 était produit par Propaganda Films parce qu'ils savaient choquer. C'est eux qui ont fait quasiment tous les visuels de Madonna avec une esthétique très choquante. Ils ont produit des clips très loufoques pour Michael Jackson, sa sœur et j'en passe. Quand on voit une entreprise qui a quasiment un monopole comme ça, on pourrait se dire que c'est des anciens qui sont là depuis longtemps. Mais pas du tout. Leur stratégie, elle était complètement différente. Leur technique, elle était simple. Ils faisaient confiance à la folie de la nouvelle génération de l'époque. Donc quand Steven les rejoint, il est dans la même classe que des mecs comme Zack Snyder, Michael Bay, le mec derrière les films Transformers, ou encore David Fincher qui plus tard fera Fight Club. Donc c'est une écurie de fous que Steven rejoint. Il va beaucoup apprendre des gens qui l'entourent, même si à la base il est là-bas pour réaliser les commandes de publicité qu'on demande à la boîte. Et c'est exactement dans cet endroit-là que sa créativité elle va pouvoir exploser. Et les spots qu'il va réaliser, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait chez Swatch. Il va faire ce job jusqu'au jour où on va lui confier un projet qui va être de développer une série sur les sports extrêmes, Greg Stump's World of Extreme. Série qui a été commandée par MTV. Je vais vous en parler caché, très loin d'être le projet du siècle. Par contre, les conséquences personnelles et professionnelles que ça va avoir sur la vie de Steven, même le dernier des pronostiqueurs Snapchat n'aurait pas pu les anticiper. La série en question devait être diffusée sur MTV. Elle devait faire 8 épisodes, mais le problème c'est qu'à l'époque, les sports extrêmes, il n'y en a pas tant que ça. Dites-vous qu'avec Greg Stump, donc, qui est le host de l'émission, il trouve que 7 sports sur lesquels faire des épisodes. Et pour le 8e, ils ont tout simplement aucune idée sur quoi le faire. Jusqu'à ce que Steven fasse appel à son pouvoir ancestral, celui de la triche. Il va prendre Greg dans un coin et va lui dire « Bon frérot, là on est dans la merde, viens on triche. » « Non mais comment ça on va tricher ?»« Allez ferme là, on va tricher. »« Oui messire. » On va inventer un sport pour le 8e épisode, le border cross. Le border cross ? Ouais. On va prendre le snowboard, on va prendre le motocross, on va mélanger les deux et on va appeler ça le border cross. Ouh, nice. Ah, t'aimes bien, hein ? Oui. Et c'est là où les choses vont complètement partir en couille. Parce que ce qui à la base devait être un simple événement organisé pour combler ce 8e épisode va tellement cartonner à sa sortie sur MTV que non seulement la popularité du border cross va exploser, mais la vraie folie dans cette histoire, c'est que le comité international olympique, donc c'est les gens qui se chargent de déterminer si un sport mérite d'être au JO ou pas, vont contacter Steven pour lui dire « Allô monsieur ? Ouais. Le sport que vous avez fait c'est une dinguerie, on va en faire une discipline olympique. » C'est pas normal de tricher comme ça et d'avoir autant de succès. Retour à la montagne en boss pour Steven. Tous les objectifs qu'il s'était fixés quand il a arrêté sa carrière de skieur pro, il les a remplis. Tout ça grâce au pouvoir de la triche. En l'espace de quelques années, Steven il est passé de skieur pro raté à ce génie de la pub qui est capable de rendre populaire et rentable des trucs qui à la base ne le sont pas du tout.
Trajectoire de vie pas super cohérente, mais l'histoire elle est trop belle, et en vrai elle pourrait s'arrêter là. Mais elle va pas s'arrêter là, parce qu'il y a un secteur à l'époque qui est en pleine émergence et qui a terriblement besoin d'un homme comme Steven dans ses rangs. C'est le jeu vidéo. On est en 1994 quand EA Sport, la maison derrière les jeux de foot FIFA, décide de recruter Steven pour travailler sur un projet très particulier. Je vous remets vite fait dans le contexte, mais 1994, au-delà d'être l'année qui a produit les meilleurs êtres humains de l'histoire, ça reste avant tout l'année où le jeu vidéo est en train de devenir mainstream. Absolument tout le monde veut goûter à la frappe sous pixel et avoir une console de jeu à la maison, c'est en train de devenir la même chose qu'avoir une télé ou une machine à laver chez toi. Et les jeux auxquels les gens veulent absolument jouer à l'époque, c'est les jeux de plateforme. Les jeux de sport, eux, ils sont pas du tout populaires. Et en vrai, ça se comprend. Les gens avaient encore la notion de contact social à l'époque. Une dinguerie de dire ça. Et t'allais pas débarquer une après-midi chez tes amis pour leur dire « Oh les gars, arrêtez tout, venez on joue à ça. » Compliqué. Mais ça allait changer. Parce qu'à partir de 1994, le milieu du jeu vidéo va complètement changer de dimension et c'est pas une expression. Il y a vraiment une nouvelle dimension qu'on est en train de découvrir, c'est la troisième. On peut enfin courir à gauche, courir à droite, petit pas devant, petit pas derrière, 1-1, et ça c'est une bénédiction pour les jeux de manière générale, mais surtout pour EA Sport et les jeux qu'ils font. Maintenant la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'une boîte qui produit des jeux vidéo de sport chercherait-elle à contacter un ancien skieur dont le seul palmarès se résume à avoir produit des pubs et des télé-réalités. Sachant que quand ils le recrutent, c'est pour l'intégrer au pôle développement, donc dans un secteur où Steven a littéralement zéro expérience. Pourquoi ils font ça ? Avec que je la fasse, elle me manquait trop. La 3D, à l'époque, c'est une technologie qui est très jeune, qu'on maîtrise pas encore, et les vrais alliés de cette technologie pour qu'elle fonctionne correctement, c'est les réalisateurs. Ils savent comment une caméra fonctionne, comment elle bouge, où la placer, donc c'est eux qui savent comment aider les développeurs pour donner un aspect naturel à ces caméras qui sont virtuelles. Et vu que Steven a passé la première partie de sa carrière à filmer des événements sportifs, c'est l'homme parfait pour cette mission. Son rôle, ça va être de taffer sur FIFA et de s'assurer que les mouvements de caméra soient les mêmes que dans la réalité, tout en étant jouables. Bon, je vous la fais rapidement, il va passer plusieurs années à travailler sur FIFA, mais aussi sur d'autres jeux de sport, et ça va très très bien se passer pour lui. Et avec le passage à la 3D, FIFA et les autres jeux sur lesquels il a taffé vont cartonner et commencer à vraiment très très bien se vendre. Donc la situation c'est quoi ? EA sont les numéros 1 sur les jeux de sport, Steven travaille très bien et a en partie participé à ce succès, les jeux se vendent super bien, il y a de l'argent en masse, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'argent en masse et que tout fonctionne bien pour nous ? Stance, Cobra ! On va au casino et on met tout sur le rouge. Stance, brr, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. On rigole, mais il faut savoir qu'à l'époque, les éditeurs de jeux vidéo, quand ils sortaient d'un succès, ils te pondaient pas la même formule jusqu'à l'épuisement, histoire de vider la carte bancaire d'une daronne célibataire. Ils faisaient pas ça. Les boîtes à l'époque, elles prenaient des risques avec un concept qu'on appelle, attendez, je la charge, clic, la balle d'argent. La balle d'argent, c'est un concept qui se fait plus trop maintenant dans l'industrie du jeu vidéo et c'est dommage. En gros, c'est un concept qui fait que quand une boîte avait fait de très bons scores de vente, on offrait une balle d'argent à un développeur pour qu'il puisse faire le jeu qu'il voulait sans aucune contrainte créative ou commerciale. C'était une carte blanche qu'on t'offrait pour que tu fasses ton projet passion sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et après 5 ans à travailler chez EA Sport, Steven se dit que c'est peut-être le moment pour lui de demander cette fameuse balle d'argent. Portant ses couilles en main comme s'il tenait un akimbo, Steven débarque dans les bureaux d'EA Sports avec une idée en tête, celle de développer son propre jeu vidéo inspiré de son propre sport qu'il a créé lui-même, le border cross. Il demande à ses supérieurs cette fameuse balle d'argent, persuadé qu'elle finira plantée dans la tête de tous ceux qui joueront à ce jeu. Et le culot de pitcher une idée pareille va payer. Miraculeusement, il va avoir sa balle d'argent, mais ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'il y a un mais, et ce mais, il est de taille. Parce que cette balle d'argent, on va lui la donner avec le poing serré et il va devoir l'arracher de la main des dirigeants d'EA. Même s'ils sont chauds sur le principe et que Steven c'est un bon élément dans leur entreprise, le risque il est quand même présent. Confier une balle d'argent à un mec qui a jamais fait de jeu vidéo, c'est extrêmement risqué et faut ajouter à ça que le timing il est pas bon du tout. Pile à cette époque-là, EA ils ont un très très gros problème. De taille. Les Japonais. Pourquoi est-ce que les Japonais sont un problème pour EA Sport en 1999 ? Parce que les Japonais, quand ils jouent à des jeux vidéo, c'est pour oublier la réalité, mais genre, vraiment. Quand on passe la barrière de l'écran, les Japonais en ont rien à foutre du réalisme. C'est pas pour rien que quand ils font un animé sur le foot, il faut impérativement qu'il y ait des genoux ou de la sorcellerie dans cette histoire. Ce que les Japonais veulent, c'est des jeux où la réalité est tordue au maximum pour leur faire oublier qu'ils n'ont pas le droit de manger debout dans la rue. Donc déjà, leur vendre des jeux de sport, c'est une galère. Alors leur vendre un jeu sur un sport de niche qui a été inventé il y a même pas 3 ans, nani. Le truc, c'est que tous les développeurs et les éditeurs étaient plus ou moins obligés de se soumettre aux exigences des Japonais. Parce qu'on approchait à grands pas de l'an 2000, et en 2000, il s'est passé ça. Les carottes étaient cuites, la PlayStation 2 allait sortir, et tout le monde savait pertinemment, avant même sa sortie, qu'avec cette console, les Japonais allaient régner en maître sur le jeu vidéo.
Donc la carte blanche qu'on donne à Steven, elle est remplie de tâches, que ce soit par les objectifs commerciaux d'EA, il doit faire un jeu qui va plaire au marché japonais, et qui en plus de ça doit tourner sur une machine à laquelle il a même pas accès pour savoir de quoi il est capable. Donc on n'est pas vraiment sur une carte blanche, on est plutôt sur un ticket de tramway de province, tu vas pas super loin dans la vie avec ça. Et pour bien se protéger et bien assurer leurs arrières, ils vont lui mettre, comme si ça suffisait pas, une dernière condition. Le jeu de snowboard sur lequel Steven est en train de travailler ne sortira pas sous le label eSport à Star Game, mais il sortira sous un nouveau label, une sous-division d'EA, et même si c'est pas dit explicitement, si jamais ce projet flop, c'est Steven qui va devoir en assumer toutes les conséquences. Donc là déjà, il aurait dû se rendre compte qu'on était en train de se servir de lui comme bouc émissaire. Il y a peut-être un peu, voire beaucoup de naïveté de sa part, donc même si le deal n'est pas équitable du tout, Steven ne peut pas se permettre de laisser passer cette chance devant lui. Et il va accepter le deal. Le label arcade d'Electronic Arts est créé pour l'occasion et avec une petite équipe, Steven va commencer à travailler sur ce fameux jeu de snowboard, Snowboard Supercross Extreme ou SSX. L'idée derrière SSX, c'est vraiment d'atteindre l'équilibre parfait entre la tradition et la modernité. T'avais le réalisme d'un jeu de sport, donc ça c'était parfait pour les occidentaux qui cherchaient un truc immersif, mais l'objectif du jeu c'était de se prendre le moins au sérieux possible. Donc t'avais aussi toute la folie qu'on retrouvait dans des jeux d'arcade japonais. Tu pouvais tricher en sortant du terrain pour prendre des raccourcis, ou encore humilier ton adversaire en lui envoyant des Who's Day pendant la course. Ces mécaniques-là elles sont peut-être anodines et le jeu a peut-être pas super bien vieilli, mais si je devais citer le nombre de jeux qu'SSX a inspiré, il me faudrait une journée pour les énumérer, et j'ai malheureusement pas une journée devant moi, donc on va devoir continuer cette vidéo. Après plusieurs mois de travail, Steven a enfin son premier prototype pour SSX. Il est très fier de sa démo, très confiant, mais quand ses supérieurs testent la démo, ils ont un peu le visage fermé. Dans leur tête, ce jeu fait avec passion et peut-être cool sur le papier, mais a très peu de chances de bien se vendre. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante pour eux. S'assurer que ce jeu va être rentable. Bon, ils vont quand même faire preuve de lucidité et envoyer la démo à Sony, histoire d'avoir leur avis, et aussi histoire de savoir si ce jeu a le mérite d'exister sur la PlayStation 2. Et c'est là où ça commence à vraiment devenir très très intéressant. La réponse que Sony envoie à EA, elle va laisser tout le monde sur les fesses. Mais avant d'aller plus loin, flashback. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé d'un petit détail qui vous a peut-être échappé, et qui en plus de ça doit tourner sur une machine à laquelle il a même pas accès pour savoir de quoi il est capable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, SSX, au moment de son développement, il est pas fait pour la PS2, mais pour la Dreamcast. C'est une console qui a été fabriquée par Sega à l'époque et qui était à des années-lumière de ce que promettait la PS2 en termes de performance. Et c'est normal parce qu'à l'époque, il y avait très peu de monde qui avait accès à la PS2 avant sa sortie. Les Japonais n'allaient pas envoyer une console aussi révolutionnaire que la PS2 à des Canadiens qui pourraient potentiellement leur voler leur technologie pour faire cuire des pancakes dessus. Ça n'a pas de sens. Mais, et c'est là où c'est fou, quand Sony reçoive la démo d'SSX, il se passe une dinguerie. Déjà, ils trouvent le jeu exceptionnel, donc très bonne nouvelle pour Steven, mais là où ça devient complètement fou, c'est qu'ils veulent qu'SSX devienne un jeu de lancement officiel pour la PlayStation 2. Donc, ils veulent que les gens se disent « Oh, la PS2, c'est une console de fou, il y a ce jeu de snowboard dedans, ça a l'air d'être une dinguerie, j'achète !» Et c'est pas fini, ils sont tellement convaincus par l'idée qu'ils sont prêts à casser tous leurs protocoles de sécurité en envoyant une PS2 en exclusivité à Steven et ses équipes pour qu'SSX soit le plus optimisé pour la console. Alors qu'ils ne l'envoyaient à absolument personne. Non, franchement, on peut qu'applaudir. Et j'espère que vous faites pareil derrière votre écran, parce que sinon ça voudrait dire que vous êtes des gros rageux. Et d'ailleurs, en parlant de rageux, ce qui devait être à la base une victoire pour EA Sports Big et donc pour Electronic Arts en général, va avoir tout l'effet opposé. Ça va déclencher la même ambiance qu'on retrouve chez une famille maghrébine qui se dispute l'héritage d'un terrain à Meknes après le décès de Jiddo Hassan. Ça va se déchirer de partout. Il y a des développeurs et des grosses têtes chez EA qui vont tout simplement commencer à jalouser Steven et ses équipes parce qu'à sa sortie, SSX, c'est 320 000 exemplaires écoulés, soit 16 millions de dollars dans la poche d'EA Sports Big. Et je suis désolé de me comporter comme un média rap Twitter tenu par un fan de Bardella, mais ces chiffres ils sont trop importants. SSX, qui est un jeu inspiré d'un sport niché, pas du tout dans l'esprit de la simulation où tous les personnages sont fictifs, fait quasiment autant de ventes que des jeux de sport officiels qui, eux, ont des têtes d'affiche connues pour en faire la promotion. Donc pour le clan simulation, Steven commence à devenir une menace. Mais ils se disent, vas-y, c'est un coup de chance, c'est parce que la PS2 elle est sortie, c'est un jeu officiel pour la console, un coup de chance. Et ils essaient de se rassurer comme ils peuvent en se disant que EA Sport Big ne sera jamais big. Erreur. Parce que là, l'équation elle est plus du tout la même. Steven, c'est plus votre petit, et les choses sérieuses vont réellement pouvoir commencer. Vu le succès qu'a rencontré SSX, ça va naturellement lâcher la veste de Steven chez EA Sport. Et à partir de là, on va commencer à le laisser faire un peu comme il veut pour la suite, avec cette fois-ci comme seule contrainte de sortir la suite d'SSX en une année. Mais c'est là où Steven va être très malin.
Il veut pas qu'SSX soit le seul ambassadeur de son label. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est de faire d'eSport Big un véritable phénomène culturel. Il lui faut des gens comme lui, des gens qui ont le courage de prendre des risques, pas des petits PDG d'entreprise là qui pensent qu'au profit là. Et il y en a pas énormément à Electronic Arts à cette époque-là. Il y en a même qu'un seul. Josh Holmes. Un profil d'être humain extrêmement basique. Quand on voit cette tête, on peut se demander si c'est pas un Sims qui s'est perdu dans la vraie vie. Mais ce type-là, dans sa tête, il a des idées qui vont marquer l'histoire du jeu vidéo, du rap et de la mode, les trois en même temps. À la base des bases, Josh, c'est un acteur raté, ça faut le préciser, hein. Il voulait percer dans le cinéma, mais la vie l'a très vite ramené à la raison. Et il a fini chez EA Sports, les fesses sur un canapé, avec comme travail de tester tous les jeux qui étaient produits par la boîte. Donc être payé pour tester des jeux vidéo et dire ça j'aime pas, en vrai, c'est un truc de fou. Et la plupart d'entre nous ici, on aimerait finir notre vie comme ça. Mais c'est pas le cas de Josh. Josh, lui, il va passer 5 ans de sa vie à tester des jeux de foot, de cricket, de basket, de football américain, de hockey. Et au bout d'un moment, le frérot, il va tout simplement en avoir marre. Il va se dire, les gars, ça y est, c'est bon, donnez-moi ma chance, laissez-moi faire mon propre jeu. Parce qu'il va se rendre compte d'un truc, les jeux de sport sont condamnés à tourner en rond. La seule chose qui évolue dans un jeu de sport, en vrai, avec le temps, c'est le gameplay et le réalisme, mais sinon, dans le fond, c'est tout le temps la même. Mais à l'époque, absolument personne chez eSport ne voulait l'écouter. Personne à l'exception de Steven Rechtschaffner. Il était complètement d'accord avec Josh sur le fait que la simulation c'était pas amusant et que ça le serait jamais. Donc c'est un peu le seul chez EA qui est prêt à lui donner une chance. Et l'idée que Josh va lui proposer, elle est terriblement simple, mais elle est incroyable. Son idée, c'est la suivante, c'est de créer un jeu de basket, mais pas n'importe quel jeu de basket. Un jeu de basket qui se joue dans la rue, et où le but, ce n'est pas de gagner avec style, mais de gagner avec la hagra en humiliant ton adversaire. Et il veut très sobrement appeler ce jeu NBA Street. Ça me manque. Et l'idée d'NBA Street, elle tombe tellement à pic parce qu'en plus de ça, le deuxième opus d'SSX, donc le jeu sur lequel Steven il est en train de travailler, il s'avère que ça va être un jeu de snow qui sera lui aussi ancré dans la culture hip-hop. Donc là, toutes les planètes sont alignées pour qu'il nique tout. Et malgré le fait que tout le monde autour d'eux soit sceptique quant au succès de ce projet, ça va cartonner sa mère. En 2001, SSX Tricky et NBA Street sortent la même année et le monde du jeu vidéo se mange une claque qu'il s'est rarement mangé. NBA Street, c'est 1,740 millions d'exemplaires vendus. SSX Tricky, c'est 1 million d'exemplaires vendus. Et désolé si je me comporte encore une fois comme un expert comptable, mais ces chiffres sont trop importants. Le public découvre des jeux qui ont une aura de fou, que ça soit dans le gameplay, la musique, la DA, ces jeux sont trop stylés pour l'époque. J'ai bien conscience qu'avec nos standards d'aujourd'hui, Subway Surfer, ça a l'air plus fun que ça, mais il faut que vous compreniez un truc. Ces deux jeux-là, ils sont iconiques. Parce que pour la première fois de l'histoire, la culture rap et même la culture populaire, elle est un peu représentée dans le jeu vidéo et c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas l'habitude de voir à l'époque. À partir du moment où tu réussis à faire kiffer le snowboard à des Noirs et des Arabes, c'est que ton coup, il est réussi. Et tous ces paramètres-là, ça va faire que eSport Big, ça va devenir l'un des rares labels à vraiment avoir une fanbase. Avec 3 jeux seulement à leur actif, eSport Big avait complètement dépassé le statut de label et c'était devenu tout simplement un phénomène culturel. Et c'est exactement ça qui va leur causer une cascade de problèmes. Voyez NBA Street ? Tout à l'heure, n'est-ce pas, j'ai fait le comptable à vous dire, ouais, il a vendu 1,740 millions d'exemplaires. Et ben NBA Live 2002, le jeu officiel de basket qui sort la même année, il en a vendu 1,900 millions. Mais en termes de hype, il n'y avait pas photo. Les gens ont largement préféré NBA Street. C'était ce jeu-là dont on parlait dans toutes les cours de récréation. Et là, je pense que si vous avez un peu le flair, vous sentez un peu l'odeur de la fitna. Le clan Simulation vont pas du tout apprécier le fait qu'un jeu qui coûte 10 fois moins cher à produire, fait par un ancien testeur de jeux vidéo, soit aussi populaire, voire plus qu'un jeu sous licence officielle. Et ils vont tout simplement faire les petites pookies dans le sas, et aller se plaindre à la direction. Je vous jure que c'est pas une blague, il y a vraiment des haters chez eSport qui vont se plaindre de eSport Big à la direction, ils vont aller voir la maîtresse et lui dire « Madame, s'il vous plaît, éteignez-les, ils nous font de l'ombre ». Tout ça parce que les jeux eSport Big sont fun. Là où les autres sont en train de se casser la tête pour rendre le jeu le plus réaliste possible, de l'autre côté, ils cherchent juste à faire des jeux fun. Et ces jeux, ils dépassent le cadre du jeu vidéo. À un point où quand tu jouais au basket avec tes potes et que tu faisais trop le show, on te disait « Ouais, toi, tu crois que t'es dans NBA Street ou quoi ?» Et c'est exactement ça qui les rend jaloux. Je vous préviens la famille, là tout de suite on va rentrer dans le territoire de la hagra. Vous allez serrer des dents. Parce que la stratégie que les dirigeants d'eSport prennent pour régler ce conflit, elle est tout simplement démoniaque.
Les dirigeants d'EA sont très clairement du côté d'EA Sport dans cette histoire. Pourquoi? Je ne sais absolument pas. Faut pas oublier que ce label, à la base, il a été créé pour assumer les risques qu'Electronic Arts ne voulait pas assumer. Sauf que jusque-là, tous les projets qui étaient sortis sous Big, soit ils venaient de la tête de Steven, soit ils avaient été validés par lui en amont. Mais en 2002, tout va changer. Et pour le pire, les dirigeants d'Electronic Arts vont commencer à faire publier à Steven des jeux de merde. Et au-delà d'être des jeux de merde, c'est des jeux de merde qui volent complètement l'ADN des SSX, sauf qu'au lieu de glisser sur de la neige, on glisse sur de la merde. Fais-moi un jeu comme SSX mais de rallye, fais-moi un jeu comme SSX mais sauf que c'est du motoneige, fais-moi un jeu comme SSX mais c'est du motocross. 3 jeux sortis la même année qui n'ont absolument rien de bon en eux, qui se vendent pas du tout et qui niquent juste la réputation d'EA Sport Big pour rien. Et le pire dans tout ça, c'est que ces jeux de merde, quand ils ne fonctionnent pas et qu'ils ne se vendent pas, et ben c'est Steven qu'on tient pour responsable. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours de la faute de Steven. Soit il est pas assez impliqué, soit c'est ses équipes qui n'ont pas fait du bon taf, peu importe ce qui se passe, c'est toujours sa faute à lui, mais c'est jamais la faute à l'idée de base. Et comme une bonne hagra s'accompagne généralement d'un très bon dessert, ils vont forcer Steven à développer des jeux à lui sur des consoles qui ne sont pas du tout prévues pour accueillir des jeux pareils. Et ça là, non ça c'est la goutte de trop. EA Sport Big est très clairement en train de se faire parasiter et ça met Steven dans une situation extrêmement compliquée pour la suite. C'est son bébé à lui, les gens talentueux avec lesquels il bosse, c'est sa petite famille et il n'a pas spécialement envie d'abandonner tout ça alors que le projet n'a même pas encore atteint son plein potentiel. Mais il se rend compte d'un truc, il aura quand bien même être le directeur de ce label, il n'a absolument aucun pouvoir si ce n'est de l'influence et encore cette influence, elle est gentiment en train de disparaître. Et il faut qu'il se fasse à l'idée que la vision qu'il avait de faire un label rebelle où la créativité était prioritaire, que c'était qu'un rêve au final et qu'on va bientôt le réveiller. Normalement, quand on te malmène comme ça dans une entreprise et que tu sais qu'on peut te sauter à tout moment, la première tentation qui te vient à l'esprit, c'est de devenir un agent du chaos et de foutre la merde. Steven a toutes les raisons du monde de ne plus s'impliquer dans ce projet. Et pourtant, malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui met pour l'empêcher d'avancer, il continue de pédaler. SSX3, sa masterpiece, va sortir en 2003. C'est l'histoire d'un jeu où tu commences par choisir ton personnage et sans la moindre explication, t'es balancé dans la neige directement avec une soundtrack de malade, des avalanches de partout et tu dois te débrouiller. Alors moi je suis pas analyste de jeux vidéo donc je vais pas m'attarder sur les détails techniques qui font que ce jeu est incroyable. Tout ce que vous devez savoir c'est que c'est un jeu de fou, fait par un fou pour des fous. Voilà. SSX3 c'est le jeu où toute la créativité de Steven va enfin se déployer au maximum. Félicitations Steven, très beau boulot de ta part. Là, je pense que vous êtes assez rodés pour savoir ce qui va se passer. La fameuse boucle infernale du « fais-moi un bon jeu, s'il te plaît, mais je te mets des bâtons dans les roues quand même. Malgré ça, je réussis à faire un jeu exceptionnel pour qu'après tu me traites comme la dernière des crottes. » Et elle va encore une fois de plus se mettre en marche pour rouler sur Steven. On lui a fait le coup une fois. On lui a fait le coup 2 fois. Jamais 203 mon ref, on va se faire plaisir. Si sa créativité elle s'est libérée sur SSX3, du côté de ses supérieurs, c'est plutôt le vice et la mesquinerie qui vont complètement se déchaîner. Vous vous rappelez de Josh Holmes, l'ancien testeur de jeux vidéo que Steven avait pris sous son aile et lui avait fait confiance en lui donnant sa chance? Et il s'avère que Josh, c'est un acteur de la fitna et il va porter le coup final à Steven. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment et pourquoi il a jeté Steven sous le bus, je dois vous parler d'une personne qui n'a rien à voir avec EA Sports, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le jeu vidéo. Laissez-moi vous parler de Kevin Liles, PDG Let's Get It du label Def Jam. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que Def Jam, c'était tout simplement le label qui tenait littéralement en laisse l'intégralité de l'industrie du rap dans le début des années 2000. Ils avaient tout le gros gratin du rap avec des gros noms comme Kanye West, Jay-Z, Rihanna et j'en passe, qui étaient tous plus ou moins couvés par Kevin Liles. Mais Kevin Liles, au-delà d'être littéralement l'homme qui contrôlait l'industrie du hip-hop, c'était avant tout un geek. Il se la bute aux jeux vidéo et quand il tombe sur NBA Street, dans sa tête, ça fait ding. Il remarque que tout pue le rap dans ce jeu, que ça soit la musique, l'ambiance, l'attitude des joueurs sur le terrain. Mais il y a quand même un truc qui manque à tout cet environnement qui est quand même très rap, c'est de pouvoir jouer tout simplement avec des rappeurs. Et il a une idée qui lui vient en tête. Kevin veut créer le premier jeu vidéo de l'histoire où tu pourras incarner tes rappeurs préférés et jouer avec. Il fait travailler tout son carnet d'adresses pour trouver au plus vite un rendez-vous avec les dirigeants d'EA Sports et quelques semaines plus tard, une réunion a lieu entre les boss d'EA, Kevin Liles, où Josh Holmes est présent, mais pas Steven. Et durant ce rendez-vous, ça discute de comment faire ce fameux jeu de rappeurs. Est-ce qu'on fait un NBA avec des rappeurs? Est-ce qu'on fait un jeu de voiture avec des rappeurs? Donc ça galère un peu pendant cette réunion, jusqu'au moment où Josh Holmes fait l'erreur de faire une blague. Franchement les gars, on galère là, à ce stade-là, prenez les rappeurs et faites-les se taper entre eux. Ah là là, imaginez le truc, un jeu où les rappeurs ils se bagarrent entre eux.
Qu'est-ce que je peux être con des fois? Et la seule réponse que Josh Holmes va recevoir suite à cette blague, c'est t'as 8 mois pour nous faire ce jeu, Vardem tout de suite, espèce de petite kelbecté. Bon, la deuxième partie de la phrase n'a peut-être pas été prononcée, mais il n'en demeure pas moins que Josh, qui est un élément extrêmement docile, va obéir au pied à la lettre à ses supérieurs. 8 mois plus tard, Def Jam Vendetta, un jeu de catch où tu incarnes des rappeurs qui se hagarent entre eux, sort en même temps que NBA Street Volume 2, qui lui aussi est un giga banger, et c'est ces deux jeux-là qui, malheureusement, vont tout simplement mettre fin à la carrière de Steven. Comment et pourquoi est-ce que ces deux jeux ont tout simplement éteint l'autorité, la créativité et les ambitions de Steven Rick Schaffner? Pour une raison très simple. Les dirigeants d'EA vont tout simplement se rendre compte d'un truc. Josh Holmes est un élément beaucoup plus docile et obéissant que Steven, ses idées coûtent beaucoup moins cher à produire, et en plus de ça, elles se vendent très très bien. Quand t'es un boss d'une entreprise, ce que tu veux avant tout, c'est faire du profit. La vision créative, la beauté, l'amour, tous ces trucs-là, ça arrive en deuxième. Donc à choisir entre un mec qui défend bec et ongle sa vision créative, qui nous casse la tête à chaque fois qu'on essaie de sortir des jeux, et un élément extrêmement docile qui, obéissant jamais, faire de chichi, et dont les jeux se vendent très très bien, si ce n'est plus que ceux de Steven, le choix il est vite fait. Donc là, Steven il se retrouve dans une situation complètement folle où en gros, sur le papier, c'est lui le directeur d'eSport Big, mais où en réalité, c'est son petit qui décide à sa place. Et le pire dans tout ça, c'est que Josh il rechigne pas du tout à prendre sa position et il switch complètement de côté pour être raccord avec l'agenda de ses dirigeants. Et l'agenda il est très clair. Les gens aiment la street. eSport Big va devenir un label de la street. FIFA, street. NFL, street. NBA Street, 3. FIFA, Street 2. NFL Street, 2. C'est ça que les gens aiment, c'est ça qui rapporte du cash. Et à partir de 2003, c'est tout ce que eSport Big va faire. Et tout ce que je vous raconte là, avant même que ça arrive, Steven, il l'avait déjà vu venir. La mentalité de répondre tout le temps la même formule juste parce que ça a plu à des gens à un moment, c'est une mentale qui pue la peur et qui va complètement aux antipodes de ce pourquoi ce label a été créé à la base. Pourquoi changer de stratégie de cette manière-là? I don't know, people be pussies, bro. Miaou. En 2003, Steven décide de plier bagages. Il abandonne les larmes à l'œil son bébé, ses années de travail, les rêves qu'il avait aussi pour son label, parce qu'il savait pertinemment que cette stratégie était complètement débile et que tôt ou tard, ça allait s'écrouler. Et le temps a fini par lui donner raison. Les 5 années qui ont suivi son départ vont marquer le déclin d'eSport Big. Ils vont tout le temps faire la même chose, il n'y a rien qui va innover. Et ils vont même avoir le culot, quand cette hype va descendre, de faire un jeu SSX sans Steven. À ce stade-là, je sais plus quoi vous dire, les amis. Dislikez la vidéo si ça peut vous faire plaisir, franchement, je vous en voudrais pas. Et en 2008, avec la crise financière et le passage aux consoles nouvelle génération, les dirigeants d'EA vont tout simplement voir une opportunité pour complètement fermer ce label une bonne fois pour toutes, virer absolument toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet qui à la base était incroyable, et faire disparaître ce label dans le néant. Au final, le cerveau de Steven aura planté une graine dans le monde du jeu vidéo. Une graine qui a rapporté, si mes calculs sont bons, 744 millions de dollars à son entreprise. Et je pense que mes calculs sont pas bons du tout et qu'on est large au-dessus de cette somme, parce que l'impact culturel qu'il y a eu autour de ces jeux, il vaut beaucoup plus que tout ça. Et 744 millions de dollars plus tard, il ne reste absolument rien. Les seules nouvelles qu'on a de Steven, c'est quoi? C'est des conférences qui font 500 vues sur YouTube et des tweets où il commente des événements de ski. On n'a plus aucune nouvelle de lui, alors que pourtant, cet homme-là, il a fait énormément pour le jeu vidéo, pour des gens comme moi. Et je sais pas quoi vous dire à part que c'est comme ça que se termine notre histoire, je suis désolé. Alors, elle va pas se terminer comme ça, vous vous en doutez bien. Cette vidéo, si je l'ai faite, c'est parce que l'histoire de Steven, elle nous apprend quelque chose. Continuer de faire tout le temps les mêmes choses juste parce que ça marche ou parce que ça a plu aux gens, c'est le meilleur ennemi de la créativité. Mais moi, je voyais un parallèle trop intéressant à faire avec notre époque actuelle. Ce que les reptiles ont fait à Steven, c'est exactement ce qu'on est tous en train de vivre, mais à une échelle beaucoup plus grande, qui touche absolument tous les domaines et qui est automatisé avec ce truc qu'on appelle l'algorithme. Il y a une meuf qui a fait une vidéo il y a pas longtemps sur le brain rot, et elle explique dedans en gros que les plateformes sur lesquelles toute la culture est disponible aujourd'hui, c'est un restaurant où il n'y a pas de menu, où toi t'es là, t'ouvres ta bouche, on te fait manger un petit truc. Si t'aimes pas, tu craches, si t'aimes, t'avales. Une expérience magique où tu consommes de tout à petite dose dans le seul objectif d'être surpris. Le problème, c'est que toi, dans cette histoire, t'as zéro intention. C'est jamais toi qui fais de choix, tout est automatique. Donc non seulement ta capacité à faire un choix, elle est bousillée, mais la créativité du cuisinier aussi miskin, elle est bousillée. Regardez-le. Il fait plus que des pamplemousses. Alors certains d'entre vous vont dire oui, mais tout ce que t'as à faire, c'est faire attention à ton algorithme, blablabla. Ce truc doit revenir à sa place. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo storytelling inédite, on va repartir avec une leçon et un objectif. À partir du moment où cette vidéo sortira, moi, Bird Alif, aka Mazgi, aka Cobra, aka La Ronce, Allah a pardonné les péchés de la Ronce, Everything Everywhere All at Once,
je ne consommerai plus rien du tout. Plus aucun objet culturel, plus une musique, plus rien qui me sera recommandé automatiquement par un algorithme pendant 3 mois. Et je veux documenter tout le process et en faire une vidéo qui s'appellera « Vivre sans algorithme ». Où est-ce que ça va mener? Je ne sais absolument pas. Partez juste du principe que si jamais vous me croisez dans la rue maintenant, je n'ai plus la ref. C'était le Bird pour vous servir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un commentaire. Sachez que c'est un acte de résistance que vous faites en faisant ça. Stay fly, trust no ho. Et la prochaine fois qu'on se voit, on est en Mauritanie. Peace.